Hello, welcome to New Europe Studios. I am Dan Alexei. With us today, Mr. Costa Gavras, the famous French filmmaker of Greek origin, the author of Z, the political movie of the 60s. We will conduct the interview in French. Monsieur Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Vous êtes un fameux auteur, réalisateur de films politiques engagés. Vous êtes aujourd'hui venu dans une institution européenne, invité pour parler de culture, de la nouvelle Europe et un peu de politique. Ma première question serait, est-ce qu'on fait encore aujourd'hui des films politiques engagés? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je dirais que tous les films sont politiques. À partir du moment où on s'adresse à des milliers, à des millions de personnes, ce qu'on leur dit a un sens politique. Et quand je dis politique, je n'entends pas dans le sens pour qui vous allez voter pendant vos élections. Non, c'est le comportement dans la société. C'est un acte politique. Ce que nous faisons là, d'une certaine manière, c'est un acte politique. Ce que nous disons, nous allons dire, les gens vont l'écouter, ça va les intéresser, peut-être ça va changer quelque chose dans leur pensée, ou peut-être rien du tout. Mais c'est déjà un acte politique, je trouve. Mais est-ce qu'on prend encore une position? Est-ce que le réalisateur est encore engagé comme vous l'étiez dans votre temps? Je pense que l'art, d'une manière générale, doit être engagé. Regardez l'expressionnisme. Est arrivé, c'était un engagement formidable. Ils ont changé complètement l'art. Ils ont été haïs, ils ont été rejetés, etc. Et puis finalement, ils sont imposés. Et on a compris que c'était une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Donc je pense que le rôle de l'art, c'est en permanence de chercher de nouvelles voies. Vous venez de visiter et de parler devant la plénière du Comité économique et social, donc une grande institution européenne. Très impressionnant. Très impressionnant. Pourquoi est-ce que l'Europe ne forme pas l'objet de films politiques aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce sujet n'attire pas les réalisateurs et les cinéastes? Parce que c'est un sujet très vaste et très compliqué. Justement, ça devrait stimuler. Il faut dire, voilà, stimuler. Moi, je pense que l'Europe, essentiellement, doit aider le cinéma, indépendamment de ce qui va se faire, pour qu'il y ait un cinéma européen. Qu'il y ait un cinéma européen, entendons-nous, national. Il faut que le cinéma est d'abord personnel, et puis il est national, et puis après européen. Il est vrai que notre cinéma européen, il est complètement différent des autres cinémas du monde entier. Et ce n'est pas une marchandise. On ne considère pas que c'est une marchandise. Voilà. C'est là la grande différence dans le débat avec les États-Unis. Absolument. Et je vous donne un petit exemple, si on a le temps. Un ami metteur en scène américain disait, nous, quand nous faisons un film, c'est comme quelqu'un qui fait un produit, des chaises, disons. Et nous voulons vendre le plus possible. Une marchandise. Une marchandise. Et après, cette chaise peut devenir chaise Louis XV ou Louis XVI, donc une œuvre d'art. Tandis que vous, vous commencez par faire des chaises, œuvres d'art, et après, peut-être une marchandise. Voilà la différence. Je pense que c'est peut-être un peu trivial et simple, mais je pense que ça a un sens. Non, c'est convaincant. Pour les Américains, c'est ce qu'ils appellent du entertainment. C'est entertainment. Et pour les Européens, c'est de l'art. C'est de l'art. Mais qu'est-ce qu'on répond? Plus loin. Les anciens Grecs disaient psycharogia, qui veut dire diriger l'âme. Ou la manipulation de l'esprit. Je préfère diriger l'âme. Et dans le débat qui dit que, vu qu'il y a des aides de l'État, comme vous soutenez, comme vous voulez promouvoir, que répondez-vous quand les Américains disent que c'est de la concurrence malhonnête? Mais pas du tout. Mais je pense que le gouvernement américain aide leur cinéma autant qu'il le peut. Vous savez, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Valenti, que j'ai bien connu, qui était le président de toutes les grandes sociétés américaines. Il est arrivé en France, il venait en Angleterre, un peu dans le pays européen, il voyait les premiers ministres, il disait pourquoi avec ceci, pourquoi cela, pourquoi pas ceci. Donc, je pense que tous les gouvernements aident, doivent aider et aident leur cinéma, leur audiovisuel. 1988-89, la chute du mur. Donc la chute du communisme a amené un changement dans les mentalités. On a parlé de la fin de l'histoire. Fukuyama qui disait que dorénavant le capitalisme a vaincu sur toute la planète. Est-ce que ça a amené aussi un changement dans la perception du cinéma? Est-ce que le cinéma a dû s'adapter aux nouvelles réalités ou il a continué aveuglément comme avant? Non, le cinéma a continué. Le grand changement, le cinéma, c'est la nouvelle technique, le numérique. C'est une révolution parce que ça change complètement. Que vous évitez. Que vous évitez. On ne l'évite pas. Ce serait absurde de l'éviter puisque c'est là. C'est une réalité. Ça change le concept des films, ça change l'économie, ça change la présentation des films, puisque vous pouvez voir les films soit sur un écran comme cela, soit sur un téléphone, ce qui est absurde, mais enfin, ça se peut. Mais donc,
nous adaptons, et ça peut en même temps faire voyager les films beaucoup plus facilement. Les jeunes peuvent faire du cinéma beaucoup plus facilement. Ils achètent une caméra, ils achètent un logiciel, leur ordinateur, et ils font tout entre eux. C'est une école formidable en même temps. Donc il y a ces bouleversements extraordinaires qui s'est produit, qui continue à se produire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et quel est l'effet de tout cela sur le processus créatif? C'est en même temps une facilité énorme et c'est un énorme danger. C'est un énorme danger parce qu'on peut tomber, c'est une sorte de monoculture où tout le monde s'impose, les grandes compagnies s'imposent, c'est ça le grand problème. Les grosses compagnies, il y en a 5-6 dans le monde, ils peuvent imposer leurs films, on finira par voir que. Et ça serait tomber dans la monoculture, ça serait la pire des choses. C'est pour ça que nous battons en Europe, en France et en Europe d'une manière générale, pour l'exception culturelle, pour que chaque pays puisse défendre sa propre culture. Et stylistiquement, voyez-vous aussi une nivellation ces 2-3 dernières décennies? Forcément, à partir du moment où il y a une telle facilité, il y a une sorte de simplification des choses aussi. Et ça, c'est l'autre danger. C'est pour cela que, quand je disais l'exception culturelle, les aides des États doivent exister pour favoriser d'abord les avant-gardes et aussi les histoires exceptionnelles, les films exceptionnels. C'est que en Europe, il y a un fonds pour cela. Quand il y a des coproductions, on examine le scénario et on les aide. À mon avis, ce n'est pas suffisant, à mon avis. Il faut que ça soit beaucoup plus bas. Mais vous connaissez les arguments critiques. On dit que ça favorise une certaine élite inaccessible, que c'est une sorte de cinéma de niche qu'on ne va pas regarder. Ça peut être en partie vrai, mais ça n'est pas vrai à la fois. On ne peut pas regarder parce qu'on a habitué plus de gens à voir un certain type de film. Ils pensent que les autres ne sont pas bons. Mais quand ils découvrent, regardez, moi j'ai un exemple formidable. J'ai des petits-enfants. Le cinéma en noir et blanc, ils ne voulaient absolument pas en parler. C'est noir, c'est vieux, c'est machin. Et j'ai commencé à les imposer à voir des films en noir et blanc. Et bien ils sont ravis, ils les voient, ils les revoient. C'est une question d'habitude. Si à la télévision on ne voit que du cinéma américain, on croit qu'il n'y a que ça de vrai. Et il faut habituer les gens, en Europe surtout, à voir des films polonais, des films grecs, des films italiens, de tous les films des autres pays. Et c'est ça la vraie culture. Justement, connaissez-vous les nouvelles vagues du cinéma est-européen? Par exemple, le cinéma roumain. Il y a un cinéma roumain étonnant, puisqu'il y a eu des prix à Cannes un peu partout, et c'est des films de grande qualité. Les prix ne prouvent pas grand-chose, c'est la qualité intrinsèque. Voyez-vous, notre ambition en Europe, des cinéastes en tout cas, c'est que chaque pays ait son cinéma. Et que l'Europe ait suffisamment, ça coûte pas cher, hein, pour que chaque pays puisse avoir son cinéma, et pas seulement l'avoir pour son pays, mais pour que ça soit montré aussi aux autres pays. Ça aussi, il faut imposer, d'une certaine manière, à ce que l'audiovisuel européen soit vu par les Européens, les films nationaux et puis les films de notre Europe, et puis aussi les autres aussi. Les Américains, je ne sais pas, les Chinois et tout ce que vous voulez. Oui, je vous ai interrompu. Quel regard portez-vous sur le nouveau cinéma roumain? Je trouve qu'il y a une évolution formidable les dernières années, absolument. Et j'espère que ça va poursuivre et que l'État roumain donnera suffisamment d'aide. Et les aides ne sont pas uniquement financières. Il y a toutes sortes d'aides. Imposer à la télévision, par exemple, à coproduire. Et imposer à la télévision de présenter ces films, et de présenter qu'un certain type de films, et notamment américains. Voilà, c'est ça les aides. Et comme ça, le cinéma va se développer, le cinéma roumain, parce qu'il a surgi comme c'est là. Et on était tous surpris de voir des films de grande qualité et d'avoir des prix d'ailleurs un peu partout dans le monde, notamment Cannes. Mais si chaque pays, si votre idée c'est que chaque pays doit avoir sa propre cinéma, ses propres images, absolument. Qu'est-ce qui est européen dans l'ensemble de tout cela? Si chaque pays a ses propres images, et si les autres pays européens peuvent voir les images des autres pays européens, c'est déjà... Vous voyez, il y a cette idée qui marche pas très bien malheureusement, marche assez bien en France, c'est que 50%, 40-50% de ce que montre la télévision soit européen ou national. Et le reste, tout ce que vous voulez, américain, chinois, tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est pas... Ça, c'est indispensable d'abord pour avoir ses propres images, et ensuite, sur le plan économique, il est important aussi, parce que ça crée des emplois. Donc vous êtes pour des quotas, en fait, pour l'imposition de quotas? Pour la télévision, absolument, il faut des quotas. Et si on vous dit pas pour le cinéma. Si on vous dit alors que vous prêchez l'intrusion de l'État dans le culturel? Mais aussi ce rôle de l'État, d'aider sa culture. Vous savez ce qui s'est passé en France. Pendant des années, on écoutait que de la musique anglaise, américaine, etc., des chants comme ça. Et puis,
il y a eu pression et l'État a dit que voilà, 40% des chansons à la radio doivent être françaises. Tout le monde dit non, les françaises on n'aime pas. Et bien maintenant, tout le monde aime la chanson française, découvre la chanson française et les autres passent aussi. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir apporter aux nouvelles générations? Donc on a parlé de créativité, on a parlé de cette génération d'après la chute du mur qui n'a plus une vraie idéologie, qui a été un peu embobinée par le néolibéralisme, par des promesses qui visiblement ne sont pas tenues parce qu'on est en pleine crise. Qu'est-ce que vous et votre génération pouvez leur enseigner au niveau cinématographique et créatif? Au cinéma, je pense d'une certaine manière, on n'est pas là pour trouver des solutions à la société. On est là pour raconter des histoires et éventuellement pointer du doigt quelque chose qui ne nous plaît pas. Et après, les gens décident. On n'est pas là pour leur imposer quoi que ce soit. Mais je pense qu'un cinéma de qualité, nous faisons en France quelques 200 films par an. Bon, beaucoup de ces films sont vus par des jeunes. Et ce qui est important, c'est que nous avons des gens qui vont voir des films, et qui ne vont pas voir que des films français d'ailleurs. Ils vont voir des films américains aussi, et de toute nationalité. Donc, ils apprennent le monde, parce qu'à travers les images, on apprend le monde. C'est ça le rôle du cinéma. Et après, chacun doit être libre de décider ce qu'il va faire, ce qu'il va voter, dans quelle direction, quelle décision il prendra dans sa vie. Croyez-vous à la mort des salles? Vous savez, les mauvaises nouvelles, ou les nouvelles négatives, moi, je les ai vécues depuis que j'ai commencé au cinéma, au début des années 60. Je raconte toujours une histoire. Un jour, on parlait, j'étais assistant de René Clair, on parlait de la crise du cinéma, des salles qui allaient fermer à cause de la télévision qui gonflait au début des années 60. Gonflait. Et puis, René Clair nous a écoutés, puis le lendemain, il est venu m'apporter un article qu'il avait écrit en 1926 sur la crise du cinéma. Voilà. Et depuis, moi, j'en ai vécu des crises du cinéma. Mais il est vrai aussi que parallèlement, il faut l'aider le cinéma, il faut que les États aident le cinéma. Et la France le fait depuis De Gaulle, depuis le lendemain de la guerre. On l'appelle l'exception culturelle. Et je pense que les États européens commencent à prendre conscience de ce problème-là, parce qu'il faut que chaque pays ait ses images. Un ami producteur brésilien me disait, il faut que chaque pays ait ses images, parce que c'est comme se regarder dans sa propre glace. On ne peut pas se regarder dans les glaces des autres, c'est pas un peu déformante. Mais pour conclure, au-delà de l'intervention des États et des gouvernements, il y a quand même un changement perceptible dans les attitudes. Parce qu'avant, le cinéma était un art collectif. Aujourd'hui, de plus en plus de gens regardent les films chez eux, seuls, soit à la télé, soit sur des supports numériques, soit ils les téléchargent sur Internet. Est-ce que le cinéma n'est pas en train tout simplement de devenir autre chose que ce qu'il était censé être, c'est-à-dire un art collectif ? Il continue en partie d'être une caricature. Mais ça, c'est un désavantage et en même temps, c'est un avantage. Parce que grâce aux télévisions, grâce aux médias que vous avez annoncés, beaucoup plus de gens peuvent avoir accès au cinéma. Ce qui n'était pas le vrai avant. Parce que dans les petites villes, etc., où il n'y avait pas de salles, où il y avait des salles qui présentaient un film, etc. Tandis que là, c'est beaucoup plus riche. Donc, c'est un avantage. Mais il est vrai que quand on peut voir les films en salle, c'est beaucoup mieux parce qu'on fait les films pour les salles. On dépense beaucoup d'argent pour que les sons, l'image, les acteurs, etc. soient les meilleurs pour faire un film. Mais il est vrai aussi que ça, c'est à mon avis quand même un progrès important, qu'on puisse voir ce soir des films. Mais on voit un autre film alors. Si ce n'est plus le son que vous avez conçu, c'est différent. L'approche est différente. Il n'y a pas cette espèce de relation que le spectateur avec l'histoire. On est là chez soi, bon, on boit, on a ses pantoufles, on parle avec son compagnon ou son ami, ses enfants. C'est pas la même chose. Mais il voit les films quand même. Donc vous restez optimiste quant à l'avenir du cinéma? Je reste optimiste, absolument. Mais le cinéma, il faut l'aider aussi. Hein. Il ne faut pas le laisser comme ça et se développer tout seul. Monsieur Costa-Gavras, merci. Merci à vous. Thank you for being with us. We had today Mr. Costa-Gavras, French filmmaker of Greek origin, the famous author of Z. I am Dan Alexei. This is New Europe Studios. Thank you for being with us.